Comme je vous disais la dernière fois, on est un peu en retard, donc je vais essayer d'accélérer. Je suis désolé pour ces rappels un peu techniques qu'on a fait. Vous auriez dû faire ça en maths au premier semestre en principe, mais bon, c'est la vie. Donc je vais essayer de finir aujourd'hui quand même le premier chapitre, et puis on pourra commencer vraiment de la physique quantique un peu plus pratique la prochaine séance. Donc, je vous rappelle qu'on a introduit la physique quantique à partir du principe de combinaison, que ce principe de combinaison nous a montré que l'espace des états accessibles pour un système était un espace vectoriel. Et puis ensuite, on a vu qu'on avait besoin de munir cet espace vectoriel d'une structure hermitienne qui nous permet essentiellement, donc par définition, ça nous donne un produit scalaire qui permet de comparer en fait les vecteurs entre eux, et en particulier d'introduire une notion d'orthogonalité. Et on a vu que ça, c'était très important. On va aujourd'hui clore cette introduction en voyant comment on utilise l'orthogonalité pour structurer véritablement l'espace des états. Donc on va construire l'espace des états. Alors malheureusement, je n'avais pas tout à fait fini la dernière fois ce que je voulais dire sur la structure hermitienne. Donc je vous rappelle qu'on a une forme hermitienne, c'est-à-dire un produit scalaire qui, à partir de deux vecteurs, fait un nombre qui appartient à l'ensemble des complexes, AC, et la structure hermitienne nécessite linéarité à droite, semi-linéarité à gauche, et on a cette propriété importante que si on intervertit l'ordre des vecteurs, on a le complexe conjugué. On avait vu la notation spécifique pour les vecteurs d'état sous forme de quête, comme ceci, U, quête U, quête V, et on avait réécrit le produit hermitien de U et de V comme UV, en faisant intervenir, qu'on pouvait voir, donc ça c'est une notation qui s'appelle bracket, ceci est un quête, mais ce bracket on peut le décomposer en un bras fois un quête, étant entendu que le quête peut être représenté par un vecteur colonne, c'est-à-dire une matrice n fois 1, et le bras par un vecteur ligne, c'est-à-dire une matrice 1 fois n. Et si vous faites le produit de ces deux matrices, on a bien une matrice 1, 1, c'est-à-dire juste un nombre complexe. Et donc, on avait introduit cette notation de Dirac qui permet de manipuler facilement les grandeurs dont on a besoin en physique quantique. Ensuite, on avait introduit les opérateurs, la notion d'opérateur A, qui a un vecteur, un certain quête, associe un autre vecteur qu'on peut noter AU. Et on avait vu que dès lors que l'opérateur est linéaire, on peut le représenter comme une matrice avec des composantes dans une base. On choisit une base de l'espace vectoriel. On peut alors représenter donc les quêtes comme des vecteurs colonnes, les bras comme des vecteurs lignes et les matrices comme les opérateurs comme des matrices. Et on avait vu, donc si on représente l'opérateur comme la matrice des AIJ, donc pour I égale 1 à n si on est en dimension finie, on avait vu qu'on pouvait écrire l'élément de matrice IJ, c'est-à-dire IM ligne, JM colonne, comme EI A EJ, où les EI sont les vecteurs de base. I étant l'ensemble d'indexation. OK ? Et ensuite, fini le petit rappel, ensuite on avait introduit la notion d'opérateur adjoint à travers la propriété fondamentale suivante. Si on a un opérateur A, on peut lui associer un adjoint qu'on note A croix
qui est défini par la propriété suivante, et on avait vu avec le théorème de représentation de Ritz qu'il est toujours possible de faire une chose pareille, enfin d'associer à A un A croix, en tout cas en dimension finie. En dimension infinie, il faut prendre des précautions sur les ensembles de définition, mais à part ça, la définition de cet opérateur adjoint, c'est que si vous faites le produit scalaire entre U et A fois V, d'accord? Donc entre U et l'image de V par l'opérateur A, eh bien c'est la même chose que si vous preniez le produit scalaire entre entre A croix U et V. Voilà. D'accord? Donc si vous avez un produit scalaire entre U et V, si vous appliquez à V l'opérateur A, vous obtenez pareil que si vous aviez appliqué à l'autre vecteur l'opérateur A croix. Bien. Ça, c'est la définition. Et on avait vu que du coup, l'opérateur A croix était représenté donc, par une matrice A croix IJ qui était en fait la transposée conjuguée de la matrice qui représente A, donc A, J, I étoile. D'accord, hein, donc c'est la transposée de A étoile. Je crois qu'on s'était arrêté là et je voudrais simplement énoncer quelques propriétés supplémentaires de cet opérateur adjoint dont on va avoir besoin. Donc cinquièmement ou pas non, peut-être j'en étais dans mes décomptes à petit c, c'est sans doute pas ça que vous avez, mais bon, je vais appeler ça propriété importante. Alors, ces propriétés, en voilà quelques-unes. D'abord, en tout cas en dimension finie, on a A croix croix qui n'est rien d'autre que A. Ça, c'est important, c'est-à-dire l'adjoint de l'adjoint, c'est l'opérateur lui-même. Ça se voit avec la définition ici. Si vous appliquez une fois de plus ceci, c'est-à-dire si... allez, si je vais l'écrire là, non, là, je vais l'écrire là. Donc je rappelle la définition, vous avez H de U, je ne vais pas mettre les quêtes pour simplifier, H de U à V qui est égal à H de A croix U V, d'accord? Maintenant, si vous utilisez l'herméticité de la forme, ça fait H de V A croix U étoile, d'accord? J'intervertis l'ordre des vecteurs, donc je passe au complexe conjugué, là. Et puis ensuite, je refais le coup de l'adjoint, là. Et donc ça va me faire H de A croix croix V U étoile, d'accord? Hein? Là, j'applique la même chose, c'est-à-dire je prends l'adjoint de celui-là et je le mets sur l'autre vecteur. D'accord? Donc ça fait A croix croix, c'est-à-dire l'adjoint de l'adjoint, appliqué à V, U, étoile parce que c'était étoile. Et donc maintenant, à nouveau, j'intervertis l'ordre des vecteurs et donc je repasse à l'étoile. Donc ça fait H de, de U, A croix croix, V. Voilà. Et donc vous voyez que ça est égal à ça. Et ceci est vrai quel que soit U, quel que soit V, et par conséquent, A croix, c'est A. D'accord? Donc on vient de montrer, vous voyez, ça prend, enfin c'est unique, il suffit d'écrire la définition, on vient de montrer qu'effectivement, l'adjoint de l'adjoint, c'est l'opérateur lui-même. D'accord? Bon, bah, c'est bien. Première propriété. Donc, la deuxième propriété que je voulais souligner, c'est... Ah oui, on l'avait déjà dit un peu rapidement la dernière fois, c'est quel est le bras associé à l'action d'un opérateur sur un quête. Alors, je vais écrire de manière générale
je prends un ket, enfin je fais le produit scalaire entre, je vais le réécrire avec le produit hermitien, entre le ket phi et le ket a psi. D'accord? Ceci, ça s'écrit phi a psi. D'accord, hein, avec la notation bracket. Ça s'écrit comme ça. Et donc, alors ça, par ailleurs, c'est aussi H de A croix phi psi, par définition de l'adjoint, d'accord? Je mets l'adjoint sur l'autre vecteur. Et du coup, alors je peux encore l'écrire comme H, là j'intervertis l'ordre des vecteurs, de A croix phi étoile, d'accord? J'inverse les deux. Et H, enfin ça, si je l'écris maintenant en version bracket, ça me fait psi A croix phi étoile. Voilà donc à nouveau un résultat qui découle juste de la définition de A croix et du fait que quand on intervertit l'ordre des vecteurs, on passe au complexe conjugué hein, dans le produit hermitien. Donc vous voyez, si vous, ce qu'on connaissait bien sûr, c'est phi psi, enfin égale psi phi étoile, d'accord? Et vous voyez que cette formule vaut quand vous introduisez une matrice au centre, mais il faut passer de la matrice à la matrice adjointe, enfin de l'opérateur à l'opérateur adjoint. Donc, en tout cas, voilà un résultat général, à nouveau, qui découle simplement de la définition. D'accord? Et en particulier, donc, on avait vu au passage que si... qu'on avait vu... Oui, ça, on peut encore le... Oui, si on considère tout ça comme un bras appliqué à phi, vous voyez que c'est le bras voilà. C'est le bras associé à ce vecteur-là, à ce ket-là. Hein, donc, le ket A psi a pour bras associé, c'est-à-dire la forme linéaire associée au vecteur A psi, c'est psi A croix. D'accord? On l'avait dit la dernière fois, mais voilà, je le souligne à nouveau, parce que c'est important. Alors, encore une autre propriété. Oui, la propriété que lambda A plus mu B, si vous faites une combinaison linéaire d'opérateurs, quelle est l'adjointe de cette combinaison linéaire? Eh bien, c'est simple. Alors, soit vous vous rappelez que en représentation matricielle, la matrice de l'adjoint, c'est la transposée conjuguée de la matrice de départ, et donc la transposée conjuguée d'une somme de matrices, ça va simplement être la somme des transposées conjuguées, et si vous multipliez par un scalaire, la conjuguée va être le produit. Enfin, ça va être ça, je vais l'écrire, ça va être plus simple. Allez, mathématiquement, c'est très simple, voilà. Ça donne ça. OK? Donc, en travaillant sur les composantes des matrices, c'est évident. Sinon, il suffit de réaliser que si vous avez phi lambda A plus mu B appliqué à psi, d'accord? Ça va vous faire... alors, soit vous utilisez la linéarité à droite, soit vous utilisez la semi-linéarité à gauche, mais ça va vous faire donc
lambda phi A psi plus mu phi B psi. Et si maintenant vous passez à l'adjoint, hein, par cette relation-là, ça va vous faire lambda psi A croix phi étoile plus mu psi B croix, j'ai oublié les chapeaux, pardon, phi étoile également, hein. Donc j'ai juste appliqué celle-ci que j'ai entourée en rouge. Et donc maintenant, maintenant quoi? Oui, donc ça fait, à nouveau par linéarité, ça fait psi A croix de lambda phi, pardon, oui, lambda phi étoile plus psi B croix, pardon, mu phi étoile, pardon, et ça, ah oui, et maintenant on intervertit l'ordre, et donc ça va faire effectivement le bras associé à lambda phi, c'est lambda étoile phi, hein, parce qu'on passe de l'autre côté, ça devient semi-linéaire à gauche, et donc ça fait lambda étoile phi A croix psi plus mu étoile phi B croix psi. Oups. Et donc ça donne bien entre phi et psi lambda étoile A croix plus mu étoile B croix. Bref, on le retrouve. Il y a sans doute plus simple, et puis en plus il manque des lignes. En tout cas, simplement en prenant la transposée conjuguée de la matrice, ceci est évident aussi. Bref. Donc en tout cas, on a, quand vous prenez l'adjoint d'une combinaison linéaire, c'est pas juste la combinaison linéaire des adjoints, c'est la combinaison linéaire avec les complexes conjugués des adjoints. Ok. Encore une propriété importante. Ah oui, si vous prenez maintenant, j'en suis à quoi, 4, l'adjoint d'un produit d'opérateurs. Alors ça, je prétends que c'est égal à B croix A croix. Alors si vous vous souvenez que la transposée d'un produit de matrice, c'est le produit des transposés, mais dans l'autre sens, alors ceci devient évident. Sinon, toujours pareil, si vous avez H de, allez, U ABV, je ne mets pas les quêtes pour que ce soit plus lisible, sinon il y a beaucoup de parenthèses. Ça, c'est donc, si vous appliquez, vous voyez que c'est A appliqué à BV, donc ceci, par définition de l'adjoint, ça va être H de A croix U BV, d'accord? Et maintenant, si vous appliquez pareil la définition de l'adjoint à B,
ceci fait H de B croix A croix U V, tout simplement. Et donc maintenant, si vous comparez ça et ça, vous pouvez grouper ça. Là, vous le considérez comme un opérateur, et donc vous avez ici l'adjoint de cet opérateur. Donc vous voyez que l'adjoint de l'opérateur AB, c'est l'opérateur adjoint de B, adjoint de A. OK? Donc là, c'est vraiment deux lignes. De là à là, j'ai simplement considéré l'action de A sur BV. Et donc, je considère BV comme un vecteur. Donc, j'ai U A ce vecteur qui devient A croix U ce vecteur. Et puis ensuite, j'applique la définition de l'adjoint AB. Vous voyez ça? Enfin, OK. Bon, donc voici une autre propriété. Et puis, dernière chose que je voulais écrire. Ben non. Ah, si. Si lambda est valeur propre de A, d'un opérateur A. J'avais défini les valeurs propres, vecteurs propres, hein, je crois. Ouais. Donc ça veut dire que il existe phi tel que A phi égale lambda phi. Alors, lambda étoile est valeur propre de A croix. Hein, par exemple, si vous faites psi A phi, d'un côté, ça va être égal à lambda psi phi, hein, ça puisque A phi c'est lambda phi, d'accord? Mais par ailleurs, par définition de l'adjoint, ça c'est aussi égal à phi A croix psi étoile. D'accord? Or, ceci, c'est égal à lambda phi psi étoile. D'accord? Hein, là, j'ai juste interverti l'ordre. Et donc maintenant, si vous comparez ça à ça, quel que soit ceci, donc vous avez donc phi A croix psi, je prends les complexes conjugués, qui est égal à lambda étoile phi psi, quel que soit psi, je vais plutôt le prendre. Ouais. Ouais, je vois plus clair, vous le voyez là? Je vois plus rien là. Vous voyez ce que je vois pas ou...
Bon, je vois pas. C'est censé être évident. Qu'est-ce que je vois pas là? Vous voyez mieux que moi ou? Donc, A croix phi. Ouais. La dernière, juste de l'avant-dernière à la dernière. De là. Non, non, ça, ok. Là, ouais. Le lambda, il sort. Non, c'est-à-dire j'ai pris le conjugué de ça, le complexe conjugué de ça, et comme ça c'est égal à ça. Je prends le complexe conjugué de ça, et je dis que c'est le complexe conjugué de ça. Donc ah, regarde. Si, c'est ça, oui. Le complexe conjugué de ce produit-là, c'est lambda étoile fois ça. Donc c'est ça. Et donc là, je vois que phi A croix, c'est égal à lambda étoile phi. Phi. Ah oui, et maintenant je le retourne, d'accord, en tant que quête. Maintenant, et donc de là, j'en déduis A croix phi égale lambda étoile phi. Bon, ok, en tout cas, enfin, donc pour passer de ça, c'est juste le complexe conjugué que ça, et ça, c'est le complexe conjugué de ça. Enfin, bref. Enfin, pas bref, hein, voilà, voilà la démonstration. Je voyais plus la fin, là, enfin, c'est écrit là, et donc, de là, on déduit ça, et de là, on voit qu'en fait, phi est vecteur propre de A croix avec la valeur propre lambda étoile. C'est évident aussi si vous considérez Attendez, je dis une bêtise ou quoi, là? On a dit que ça... Ah mais non, 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 non. Oh là là là. J'ai un doute sur la fin. Bon, excusez-moi, il y a un truc qui m'échappe là. Bon, peu importe. Vous regardez ça tranquillement. Pardon? On va pas démontrer ça, nous, à l'examen. Non, vous n'allez pas démontrer ça. Non, mais je pense que la conclusion est bonne, mais j'ai l'esprit un peu embrouillé là. Est-ce que... Il y a un truc qui me chagrine et j'ai peur de dire une bêtise là. Bon, en tout cas, si lambda est valeur propre, lambda étoile est valeur propre. Bah si, c'est ça. Oui, c'est évident. C'est évident si on se met en représentation matricielle. Oui. Vous imaginez une représentation de A dans une base où phi, dans une base qui contient par exemple comme premier vecteur de base phi, alors la représentation de A aura lambda sur la diagonale ici pour phi, hein, puisque A phi égale lambda phi. Maintenant, si vous prenez la matrice transposée conjuguée, les éléments diagonaux vont simplement se transformer en E étoile. Et donc, on voit effectivement que A croix appliqué à phi, c'est lambda étoile appliqué à phi. Donc, en fait, c'est complètement trivial. J'arrive pas à voir. J'ai l'impression que j'ai écrit tout ce qu'il fallait, mais j'arrive pas à être certain que j'ai écrit tout ce qu'il fallait. En tout cas, la conclusion est sans appel. Si lambda est valeur propre de A, lambda étoile est valeur propre de A croix.
On va voir tout de suite l'intérêt de ça pour le cas des opérateurs auto-adjoints, et c'est à ça que je voulais en venir. Donc, cinquièmement, opérateur auto-adjoint. Alors, par définition, un opérateur auto-adjoint est un opérateur qui est son propre adjoint. Donc, la définition, c'est ça, c'est que A croix égale A. OK ? Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. L'opérateur est auto-adjoint s'il est son propre adjoint. Alors, quelle propriété en découle-t-il ? Eh bien, cette propriété-là, pour l'adjoint, devient pour l'auto-adjoint, si A croix c'est A, alors on a finalement, donc quel que soit phi et psi dans l'espace vectoriel des états, on a phi A psi qui est égal à psi A phi étoile. OK ? Voilà. Donc ça, c'est la propriété fondatrice. En particulier, donc, si on prend pour phi et psi les vecteurs de base, donc je suis dans une base, EI. Si je prends pour phi, ça c'est vrai quel que soit phi et psi, donc en particulier, je vais avoir EI à EJ qui va être égal à EJ à EI étoile. Ça, c'est l'élément de matrice AIJ, ça, c'est l'élément de matrice AJI, et donc AIJ égale AJI étoile, c'est-à-dire que la matrice est, évidemment, puisque l'opérateur est égal à l'opérateur adjoint, la matrice est égale à sa propre transposée conjuguée, donc elle est voilà, ça. D'ailleurs, si vous avez une matrice, donc je sais pas, par exemple une matrice, bref, ça, d'accord. Si vous la transposez, elle devient la conjuguée d'elle-même, ok. En particulier, ces éléments diagonaux sont réels, d'accord. Si AII est égal à AII étoile, donc AII est réel. Et du coup, on a aussi le fait que toutes les valeurs propres de cette matrice sont réelles. Mais je ne vais pas l'écrire tout de suite, ça ne saurait tarder. Je vais d'abord écrire ce qu'on appelle le théorème spectral, qui est facile en dimension finie, mais qui s'étend en dimension infinie sans trop de difficultés. Simplement, il faut définir... on verra en maths mercredi exactement comment traiter la dimension infinie. Donc, le théorème nous dit que tout opérateur auto-adjoint se diagonalise en base orthonormée est diagonalisable en base orthonormée. Ça veut dire qu'il existe une base orthonormée de vecteurs propres
de l'opérateur. Donc il existe une base de vecteurs orthonormés tels que A, je vais noter ça, comment je vais les noter? Bah, je vais noter EI, enfin, allez, je vais noter AI égale, non, je vais noter EI, égale lambda I, EI. D'accord? Et donc, ces valeurs propres sont toutes réelles. Et donc, dans une base de vecteurs propres comme ceci, la représentation de la matrice A, donc dans la base de vecteurs propres, s'écrit simplement lambda 1, lambda I, lambda N. Et si c'est de dimension infinie, ça fait une matrice ouverte, enfin, bon. Il faut être un peu... Enfin, si on n'est pas très rigoureux sur les notations, on peut le représenter comme ça. D'accord? Avec des zéros partout ailleurs. D'accord? Ça, on représente ça souvent, on écrit diag de lambda 1, lambda n. Voilà. Ça veut dire la matrice diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale. D'accord? Donc voilà la représentation en question. Et pour finir, petit, je sais pas quoi, petit d. Petit d. Petit d, sous-espaces propres orthogonaux. Alors ça, c'est absolument fondamental. Ça, c'est fondamental. Si vous avez deux vecteurs propres associés à deux valeurs propres différentes, ils sont nécessairement orthogonaux. Ça, c'est vraiment, vraiment très important parce que c'est sur cette propriété qu'on va construire l'espace des états. Donc, je vais considérer deux vecteurs propres associés au même opérateur A. Donc, si A phi égale lambda phi, d'accord? Donc, phi est vecteur propre de A avec la valeur propre lambda. Et je vais prendre un autre vecteur propre, psi, associé à une autre valeur propre, mu, comme ceci. D'accord? Et A égale à croix. Hein? Je suis toujours dans le cas des opérateurs auto-adjoints. D'accord? Donc si A est égal à croix et qu'on a deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes, alors faisons le produit scalaire de ceci avec psi. Je vais avoir psi A phi qui vaut lambda psi phi, d'accord? D'une part. Par ailleurs, si je fais le produit scalaire de phi avec ça, je vais avoir phi A psi qui est égal à mu phi psi, d'accord? J'ai juste pris le produit scalaire de ça avec psi et de ça avec phi. Mais maintenant, oui, c'est encore là, chouette, enfin presque, d'accord? Si A est égal à croix, on a ça, oui, c'est là en fait, d'accord? Ça, là. Ça nous dit que ceci est en fait le complexe conjugué de ça, d'accord?
Hein, si vous intervertissez le phi et le psi, vous passez au complexe conjugué. Donc on a ça d'une part, ça d'autre part, et par ailleurs ça est le complexe conjugué de ça, donc ça est le complexe conjugué de ça. D'accord? Et donc, lambda psi phi étoile égale mu phi psi. C'est quoi le complexe conjugué de ça? C'est le produit des complexes conjugués. Donc c'est lambda étoile psi phi étoile. Et psi phi étoile, c'est phi psi tout court. Donc finalement, on a ça. Si phi est vecteur propre associé à la valeur propre lambda et psi vecteur propre associé à la valeur propre mu, alors on a ça. D'accord? Sachant par ailleurs que lambda et mu, puisqu'il s'agit d'un opérateur auto-adjoint, lambda et mu sont réels. Donc lambda étoile, c'est lambda. Donc on a lambda phi psi qui est égal à mu phi psi. Alors de deux choses l'une, soit phi psi n'est pas nul et alors lambda égale mu. Ok, d'accord, bon. Donc si, deux vecteurs propres, non, oui, oui. Voilà, mais si lambda est différent de mu, c'est ça, si lambda n'est pas égal à mu, donc si on a deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes, alors ils sont orthogonaux. Si lambda est différent de mu, alors phi psi égale 0. Ça, c'est un résultat absolument capital, qui est évident, qui est la conséquence du fait que cet opérateur est auto-adjoint. Si vous avez deux vecteurs associés à vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes, ils sont nécessairement orthogonaux. Je vais l'écrire en français aussi. Deux vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes, valeurs propres sont nécessairement orthogonaux. Voilà. Et on va pouvoir aborder le grand 5 qui va résumer tout ce qu'on a vu depuis le début pour construire enfin l'espace des états complet d'un système physique quelconque. Donc c'est un peu la fin de l'intermède mathématique qu'on a été obligé de faire là, parce que pour introduire un petit peu de formalisme. Donc on va revenir à la physique. Comment j'ai appelé ça? Espace des états et observable. Observable physique.
Alors, on va résumer un peu la situation. Je sais pas, peut-être premièrement discussion, enfin, ou rappel, ou résumé, ou récapitulation, enfin ce que vous voulez. Donc, on a vu que tous les états en physique quantique n'avaient pas des valeurs bien définies d'une grandeur physique quelconque. Donc j'avais pris une grandeur physique G quelconque. Certains états peuvent avoir une valeur bien définie de G. J'avais pris l'exemple d'un spectre de valeurs discret, des valeurs GI donc bien définies, et j'avais noté GI, le vecteur d'état associé à un état ayant la valeur GI bien définie de G. Et puis ce qu'on a vu, c'est que puisqu'on peut faire toutes les combinaisons linéaires qu'on veut, il existe des tas d'états. En fait, l'immense majorité des états n'a pas de valeur bien définie. Oui ? Parce qu'on a un opérateur auto-adjoint. Donc, on peut le démontrer là. Je vais le redémontrer là, si vous voulez. Parce qu'en fait, la matrice est égale à sa matrice transposée conjuguée. Donc, ça veut dire que la valeur propre va se trouver dans une... Si on représente la matrice sur une base dont le vecteur propre est un élément de la base, on peut toujours construire une base à partir de cet élément-là, l'élément diagonal sur ce vecteur-là va être lambda. Et ça doit être égal à son conjugué, donc c'est aussi égal enfin, lambda est égal à lambda étoile. Sinon, vous le voyez comme ça, si vous avez donc lambda, donc on a A phi égale lambda phi, d'accord? Supposons que je fasse maintenant, je fais le produit scalaire de phi avec ça. D'accord? Je fais le produit scalaire de phi avec lambda phi. Avec A phi, donc ça va faire lambda phi phi. Ici, il y a la norme de phi, d'accord? Mais par ailleurs, je l'ai effacé maintenant, mais on a vu que ça, vous vous rappelez, on a de manière générale phi à psi qui vaut psi à phi étoile. D'accord? Donc ici, ça, c'est égal aussi à phi étoile. Et donc, c'est égal à lambda étoile phi phi. Et donc, lambda égale lambda étoile. OK? Enfin, sachant que phi phi étoile, c'est phi phi, c'est juste la norme, donc c'est aussi un réel. OK? Bien. Alors, je reviens ici. Voici les états qui ont une valeur de G bien définie. Tous les autres états, psi égale somme des alpha i gi, pour i dans l'espace qui indexe ces états, n'a pas de valeur bien définie. Et vous vous rappelez que si on fait une mesure de G dans cet état-là, on va obtenir les GI avec une probabilité proportionnelle à module de alpha i carré. Alors, le problème de ça, c'est que si on fait une mesure donc, de la variable, de la grandeur physique G dans cet état-là, on va trouver un des GI, et donc il n'y a aucun moyen, en faisant une mesure de G, de distinguer cet état d'aucun des GI pour lequel alpha i n'est pas nul. D'accord? Donc c'est un peu embêtant. La mesure de G ne nous permet pas de distinguer des états qui sont pourtant différents.
sauf justement pour ces états-là. La mesure de G distinguera toujours G1 de G2, puisque G donnera toujours la valeur G1 quand on est dans l'état G1, et toujours la valeur G2 quand on est dans l'état G2, ou GI quand on est dans l'état GI. Donc, il y a des états qui sont parfaitement distinguables vis-à-vis de la variable G, ce sont justement ces GI-là, ceux qui ont une valeur bien définie. Et ceux qui ont une valeur bien définie, ce qu'on a vu, alors, enfin, on va faire un rapprochement avec, non, je vais le dire autrement. Si on est dans l'état G1, ou enfin, disons G1, la mesure de G ne donnera jamais G2, G3, Gn. Ça donnera toujours G1 parce que c'est un état à valeur bien définie. Par conséquent, G1 ne peut pas être écrit comme ceci avec des G2, G3, Gn. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de composante de G1 sur les autres GI. D'accord ? Chaque GI, on ne peut pas l'écrire avec des composantes sur des GJ, puisque justement ces états GI spécifiques sont parfaitement distinguables vis-à-vis de la grandeur physique G. Autrement dit, dans un espace vectoriel, quand vous avez des vecteurs qui n'ont pas de composantes les uns sur les autres, vous dites qu'ils sont orthogonaux. Enfin, c'est ce que fournit la notion d'orthogonalité. On a introduit une notion de produit hermitien qui nous a donné une notion d'orthogonalité, et donc il est naturel maintenant de considérer les vecteurs qui sont clairement distincts les uns des autres par rapport à la grandeur G, il est naturel de les considérer comme orthogonaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va construire le produit hermitien de telle façon que tous ces GI-là soient orthogonaux. C'est-à-dire que dans le développement, il n'est pas des composantes les uns sur les autres. Leur produit scalaire va être nul, d'accord ? Et du coup, il n'y a aucune ambiguïté entre G1 et G2, parce que vous ne pourrez jamais écrire G1 comme une combinaison linéaire avec du G2. Sinon, ça voudrait dire, hein, vu ce qui se passe quand on mesure la grandeur G sur ce vecteur, ça voudrait dire que vous pouvez obtenir d'autres valeurs que G1 si vous êtes dans l'état G1, ce qui n'est précisément pas le cas. G1 représente l'état qui a une valeur de G bien définie qui vaut G1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire l'espace des états de telle sorte que l'ensemble des GI constitue une base orthonormée de l'espace des états. D'accord ? Donc, deuxièmement, construction de l'espace des états. Donc, l'espace des états, il est ce qu'il est. Il y a un certain nombre d'états. On a vu qu'il constitue un espace vectoriel, mais on a vu qu'il pouvait être utile d'ajouter à cet espace vectoriel une structure à partir de la forme hermitienne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement définir la forme hermitienne, c'est-à-dire qu'on va définir la notion d'orthogonalité de telle façon que les vecteurs qui ont une valeur de G bien définie sont orthogonaux. D'accord ? Alors, je me mets dans le cas où une seule grandeur physique suffit à discriminer, à distinguer les états. Discriminante. Suffit. On va généraliser tout de suite dans le cas où il y a plusieurs grandeurs physiques, ça ne change rien. Tout ce que je dis, c'est que on a un ensemble de GI, d'accord, et on sait que l'espace des états contient au moins toutes les combinaisons linéaires de GI, et je vais supposer qu'il ne contient que les combinaisons linéaires des GI. Donc l'espace des états, je le définis comme ceci. Alors ça va être un espace de Hilbert, je vais le noter H. C'est
tout simplement l'espace vectoriel engendré par les GI. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles et imaginables des vecteurs GI. Alors, s'ils sont en nombre infini, ces combinaisons linéaires qui doivent être finies en général peuvent être étendues à des combinaisons linéaires infinies, moyennant des propriétés de convergence qu'on va préciser très clairement mercredi quand on va introduire les bases de Hilbert d'un point de vue mathématique. Mais si vous voulez pour l'instant raisonner simplement en dimension finie, vous avez un certain nombre d'états qui ont une valeur de G bien définie, je les note GI, et l'espace des états, c'est simplement toutes les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là. Donc c'est exactement en phase avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc ça, c'est l'espace des états, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on va définir un produit hermitien qui colle à la réalité physique de ces états, c'est-à-dire au fait qu'ils sont très précisément distinguables les uns des autres via la mesure de G, contrairement à ces vecteurs-là qui ne sont pas distinguables les uns des autres, parce que la mesure de G peut donner le même résultat même pour des vecteurs différents. Pour les GI, la mesure de G ne peut pas donner le même résultat, jamais, puisque chacun a une valeur bien définie. Donc, je vais définir le produit hermitien précisément pour que donc H de UV, d'accord, tel que H de GI, GJ, donc précisément pour que les vecteurs en question soient orthogonaux. Donc H de GI, GI, c'est-à-dire GI, 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 GJ comme ça, si vous voulez, ce soit égal à delta IJ. Je définis la structure hermitienne pour qu'ils soient orthogonaux. Je peux toujours faire ça. D'accord? Je décide que donc ça, c'est une base de l'espace de Hilbert. Et je choisis la forme hermitienne, il y en a une et une seule, que je définis comme ça. Alors, je l'ai défini orthogonaux, je l'ai défini même orthonormé, parce que vous vous souvenez que quand on a un vecteur GI, le vecteur lambda GI, c'est en fait le même état. Hein. On a vu ça, hein, si vous avez un certain état, vous le multipliez par le nombre que vous voulez, c'est toujours le même état, puisqu'il va donner les mêmes probabilités d'obtenir toutes les valeurs des grandeurs physiques. Hein. Donc, si j'ai une base orthogonale, je la rends orthonormée simplement en divisant par la norme des vecteurs, ce sont les mêmes états. Donc je peux toujours fabriquer ça. Et pourquoi je peux faire ça? Parce qu'en fait, je décrète ça, et d'un seul coup, j'ai le produit hermitien de n'importe quelle paire de vecteurs. D'accord? Si je prends phi égale somme des alpha i GI, donc je prends une des combinaisons linéaires, donc j'ai défini l'espace des états comme l'espace vectoriel engendré par les GI. Donc je prends un des vecteurs quelconques de l'espace vectoriel, puis j'en prends un autre, somme des bêta i GI, je vais mettre des J, c'est une variable muette, d'accord, et je fais le produit hermitien entre phi et psi. Donc, allez, phi, psi, hein, c'est-à-dire h de phi, psi, le produit hermitien de ces deux vecteurs, par ces squilinéarités, ça va me donner somme sur i, alors c'est semi-linéaire à gauche, hein, donc de alpha i étoile, et c'est linéaire à droite, donc somme sur i, somme sur j des bêta j, gi, gj, d'accord? Mais ça, par définition, j'ai choisi la forme hermitienne qui rend la base des GI orthonormée.
Si je fais ça, vous voyez que ça, c'est delta ij, et par conséquent, le produit scalaire, enfin le produit hermitien ici, n'est rien d'autre que la somme des alpha i étoile bêta i. Et donc, on a le produit hermitien standard dans l'espace C puissance n, dans l'espace vectoriel sur C d'ordre n, enfin de dimension n, où on fait simplement le produit scalaire standard à partir des composantes, des coordonnées, sur la base des GI. D'accord ? Donc, si vous voyez que je peux définir le produit hermitien comme ça, et du coup, il en découle le produit hermitien de n'importe quel vecteur. Donc, voilà ce que c'est que l'espace des états. Oui ? Ouais. Alors, donc, troisièmement. Donc ça y est, l'espace des états est défini. C'est un espace de Hilbert, c'est-à-dire, en dimension finie, on appellerait ça espace hermitien, mais on généralisera à dimension infinie. C'est un espace vectoriel muni d'un produit hermitien, c'est tout. Oui. Il correspondrait à quoi le zéro de cet espace? Le zéro de cet espace correspond à rien de particulier. C'est l'élément neutre de l'espace vectoriel. Vous voulez dire à quel état il correspond? Alors, en fait, il ne va pas correspondre à un état physique particulier parce que le zéro de cet espace-là, c'est 0 fois n'importe quel GI. Zéro de C, ou de R, fois n'importe quel vecteur, c'est le vecteur nul, d'accord, dans l'espace vectoriel. Et donc, il est à la fois tous les états, en fait, il est aucun état. Donc, le vecteur nul n'a pas... c'est normal, c'est un état, par définition, le zéro de l'espace vectoriel, c'est le vecteur tel que si on l'ajoute à n'importe quel autre, ça laisse le même état. Donc ce vecteur ne représente rien en particulier. Vous pouvez faire une combinaison linéaire avec le vecteur 0, ça ne va pas changer l'état avec lequel vous le combinez. Donc le vecteur nul n'a pas de signification particulière. C'est un vecteur très singulier, dans l'espace des états. En fait, vu que quand vous avez un état GI, tous les états, ou même un état psi, tous les états lambda psi sont le même état. Alors du coup, sauf pour lambda égale 0, parce qu'à ce moment-là, tous les états sont les mêmes, on va en général prendre, pour les états physiques, des états normés. On va toujours s'arranger, tant qu'à faire, par diviser psi par sa norme, de telle sorte qu'il ait une norme 1. Donc les états physiques seront en fait les vecteurs de l'espace de Hilbert qui ont pour norme 1. Et le vecteur nul n'a pas pour norme 1, il a pour norme 0. Enfin, c'est vraiment un cas très particulier, c'est le seul vecteur qui n'a pas de direction particulière. Le vecteur nul n'a pas de direction, donc du coup, il ne représente pas un état particulier. OK ? Donc, troisièmement, coordonnées d'un état. Bien, puisqu'on a construit l'espace des états comme l'espace vectoriel engendré par les GI, on peut écrire n'importe quel vecteur d'état psi comme une combinaison linéaire des GI. Et on appelle donc les alpha i les coordonnées. Donc ça, c'est la coordonnée de psi suivant GI. Ou sur le vecteur GI. D'accord ? Que vaut cette coordonnée? Eh bien, c'est simple, il suffit de prendre le produit scalaire GK avec psi. Compte tenu du produit hermitien qu'on a défini, donc ça va faire somme sur i des alpha i GK, GI.
Et compte tenu du produit hermitien qu'on a défini, ceci est nul, sauf quand k égale i, ou quand i égale k. Donc ça, en fait, c'est égal à alpha k. Donc les alpha k, les coefficients ici, les alpha i, ne sont rien d'autre que le produit scalaire de psi avec gi, enfin gk. D'accord ? Donc finalement, on peut écrire que psi, c'est égal à la somme sur i des gi psi gi. Ceci est très général et ceci ne doit pas vous surprendre. C'est exactement ce qui se passe quand vous avez un vecteur dans l'espace. Un vecteur, donc, je sais pas, ux, uy, uz. Quand vous dites que le point M a pour coordonnées x, y, z, ce que ça veut dire, bien sûr, c'est que OM égale x, ux plus y, uy plus z, uz. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Quand vous avez les coordonnées x, y, z, ça veut dire que OM, c'est x, ux, plus y, uy, plus z, uz. Mais que vaut x ? Bah, x vaut précisément OM scalaire ux. Et y vaut OM scalaire uy. Et z vaut OM scalaire z. Donc, les coordonnées sur un vecteur particulier, c'est précisément le produit scalaire avec ce vecteur-là. D'accord ? Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Psi est la combinaison linéaire des GI avec pour coefficient de GI le produit scalaire avec GI, bien évidemment. Il n'y a rien de nouveau là. Hein. Alors, en dimension infinie, donc c'est trivial, c'est ce à quoi on a l'habitude. En dimension infinie, justement, toute l'essence des bases de Hilbert va consister à rendre cette écriture pertinente et valable également quand on a une somme infinie là. C'est-à-dire qu'il faudra que cette somme-là converge d'une façon appropriée pour qu'on puisse écrire tout vecteur comme la somme, comme la combinaison linéaire des vecteurs de base avec comme coefficient le produit scalaire sur le vecteur en question. Donc rendez-vous mercredi pour ça. Bien, alors, on va maintenant aller un peu plus loin. Je vais écrire la relation de fermeture tout de suite, quatrièmement. Relation de fermeture et projecteur orthogonal. Donc tout vecteur de l'espace de Hilbert, tout vecteur d'état, est écrit comme ceci là-haut. D'accord ? La relation encadrée en rouge. Donc j'ai psi qui vaut somme sur i des gi psi gi, c'est-à-dire que c'est une combinaison linéaire des vecteurs de base avec comme coefficient précisément le produit scalaire sur le vecteur en question. Et ça c'est un nombre. Et ça c'est un vecteur colonne. Une ligne, une colonne. Je peux passer ce nombre à droite, d'accord ? Un nombre fois un vecteur ou un vecteur fois un nombre, ça reste un vecteur, d'accord ? Si vous mettez ça, si vous voulez, c'est un vecteur 1, 1. Donc ça va encore vous faire un vecteur ici. Donc ça, je le réécris, c'est juste une réécriture en changeant les termes, c'est juste un nombre. Donc je le mets devant ou derrière, ça ne change rien. Mais vous voyez que du coup, ça s'écrit comme ça. Quand j'ai rien fait, hein. J'ai dit que 2x c'était x fois 2. Sauf que là, vous voyez apparaître quelque chose
qui, appliqué à psi, donne psi. Donc ça a l'air d'être un opérateur qui n'est rien d'autre que l'identité. Exactement. Je vais le noter, des fois on le note aussi 1 comme ça, c'est la matrice identité. Enfin, vous prenez n'importe quel vecteur, vous appliquez ça devant et ça donne le même vecteur, donc c'est l'identité. C'est ça que ça veut dire. Mais alors, vous voyez que ça fait apparaître ici une somme de choses un peu étranges qu'on n'a pas encore rencontrées ici. On a vu les bras, on a vu les quêtes, on a vu les braquettes, et là on a un quête-bras. C'est le premier quête-bras qu'on voit. Est-ce que ce quête-bras a un sens? Si vous faites phi psi, est-ce que ça a un sens, ça? Ça, on a vu que c'était un vecteur colonne, c'est un vecteur standard, donc si vous le représentez sur une base, par ses coordonnées, ça va vous faire un vecteur colonne. Donc ça, c'est un truc n fois 1. D'accord? Et ça, bah ça c'est un bras, c'est une forme linéaire, mais en représentation par des coordonnées, sur une base donnée, ça, c'est un vecteur 1 fois n. Ben effectivement, on peut multiplier un vecteur colonne par un vecteur ligne, hein, puisque ce nombre-là est le même que celui-là, et ça va nous faire une matrice NN. Donc ça, c'est bien un opérateur dans l'espace vectoriel de dimension n. Donc, on peut appeler ça un quête-bras, si vous voulez. Je mets des guillemets, hein, parce que ça... Enfin, donc ça, c'est un quête, ça, c'est un bras. On avait vu les braquettes. Donc, le bracket, c'est 1 fois n fois 1. Donc, ça fait un truc 1, 1. Et donc, c'est un nombre. C'est le produit hermitien. Et puis, maintenant, on voit les quêtes-bras qui sont donc des matrices NN, c'est-à-dire des opérateurs standards, comme n'importe quel opérateur linéaire, qui agit sur un vecteur. Comment ça agit sur un vecteur, ce truc-là? Ben, vous voyez que si vous appliquez, par exemple, celui-ci... Non, pas tout de suite. Je vais prendre le cas particulier où phi et psi sont le même vecteur. Parce que vous voyez, c'est ce qu'on a ici. On a GI, GI, plus, enfin G1, G1, plus G2, G2, plus G3, G3. Donc, si phi égale psi, alors qu'est-ce que c'est que cet opérateur-là? Eh bien, appliquez ça à un vecteur quelconque. Je ne sais pas, U par exemple. Donc si vous appliquez ça au quête U, ça donne quoi? Ça donne phi U, phi. D'accord? Ça donne le vecteur. Donc, cet opérateur appliqué à n'importe quel vecteur, ça va vous donner un vecteur qui est proportionnel à phi. Et ça va extraire de ce vecteur-là la composante que ce vecteur a sur phi. Ça, c'est la composante de U sur phi. D'accord? Donc ça, c'est en fait le projecteur du vecteur U sur phi. D'accord? Ça vous produit un vecteur qui est proportionnel à phi et qui a exactement comme longueur la composante de U. Du moins si phi est de norme 1, donc on va tout de suite préciser. En particulier, faisons-le pour GI ici. Si vous avez... Non, allez. Je vais changer de tableau. Donc, si je fais GI, GI appliqué à U, bah, vous voyez, c'est ça la magie avec cette notation bracket, c'est que ça se lit vraiment comme une multiplication de matrices. Hein. Donc vous avez ici une matrice
N1, ici une matrice 1N, et ici une matrice N1. Et donc, on a vu que le produit de matrice était associatif, donc vous pouvez considérer que c'est ça, c'est-à-dire une matrice NN appliquée au vecteur, ou bien que c'est un vecteur fois un nombre. Dans tous les cas, ça fait un vecteur, et ce vecteur-là, c'est, eh bien, je vais le noter comme ça, projeté orthogonal, c'est le projeté orthogonal de U sur GI. Est-ce que vous voyez ça, en fait, que ce nombre-là, c'est le nombre qui est suivant GI et qui a pour composante GI, U. Dans le développement, mettons, de psi, là, dans le développement de psi, si je vais mettre psi ici, allez. Voilà. Vous voyez que ça, c'est le terme qui est sur GI. Donc, c'est-à-dire, dans le développement de psi sur la base des GI, vous conservez que le terme sur GI. Donc, cet opérateur-là conserve uniquement la composante sur GI. OK? Eh bien, c'est ça le projeté orthogonal sur GI. D'accord? Du coup, effectivement, la matrice représentant le quai de bras GI-GI est, eh bien, c'est la matrice qui a des zéros partout, sauf un 1 sur la diagonale au rang I. OK? Voilà la matrice associée à ce quai de bras. Et ce que nous dit la relation de fermeture, ah oui, je ne vous l'ai pas dit, ça s'appelle relation de fermeture. Ben, je vais l'écrire à côté. Ce qu'on a vu là-haut, c'est que la somme sur I des GI-GI est égale à l'identité, c'est-à-dire la matrice 1. Vu en représentation matricielle, c'est totalement évident. Enfin, en représentation formelle, c'était évident. On a juste écrit le développement de psi sur les GI, on a changé l'ordre des termes, et on voit que ce truc devant, somme sur I des GI-GI, c'est simplement l'identité, puisqu'appliqué à psi, ça donne psi, quel que soit psi. Vu comme ça, vous voyez que chacun de ces termes-là, GI-GI, c'est la matrice nulle, sauf un 1 au rang I. Si vous faites la somme sur tous les I, bah, ça va vous donner effectivement la matrice 1, 1, 1, 1 partout, et puis enfin, la matrice diagonale avec des 1 partout. D'accord? Donc ça, c'est le terme qui vient de G1, G1. Ça, c'est le terme qui vient de G2, G2, etc. D'accord? Vous faites la somme de ces projecteurs. Donc si vous projetez sur l'ensemble des vecteurs de la base, au total, vous obtenez l'identité. Il n'y a rien de mystérieux à ça. OK? Tout le monde voit bien ça? Alors, plus généralement, si phi est un vecteur d'état quelconque, le projecteur orthogonal sur phi s'écrit projecteur, alors je vais le noter comme ça, projecteur orthogonal sur phi, eh bien c'est le quai de bras phi-phi, comme on l'a vu là-haut, sauf que si phi n'est pas normé, il va falloir diviser par la norme de phi. D'accord?
Hein, c'est facile à voir qu'il faut diviser par cette norme. Par exemple, en appliquant ça à phi lui-même. Si vous appliquez ça à phi, ça va vous faire k de phi fois phi phi divisé par phi phi, ça donne bien k de phi. D'accord? Oui? Pardon? Alors, c'est pas vraiment... Enfin, c'est simplement ça, c'est un nombre, ça. Donc, un nombre, ça commute avec n'importe quoi. C'est-à-dire que... C'est bon? Ouais. C'est le principe de l'espace vectoriel. Quand vous avez 2 fois V, c'est le vecteur qui a pour composante 2V1, 2V2, 2V3, etc. Et ça, c'est aussi égal à la matrice V1, Vn fois le nombre de la matrice 1, 1, 2. Ça vous donnerait la même chose en faisant le produit matriciel. C'est-à-dire première ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne, troisième ligne, première colonne. Bien, what time is it? Oh là 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 là. Non, là, il faut pas qu'on rigole, là. Alors, donc ça s'appelle la relation de fermeture. Oh. Vite, 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 vite. 6. La norme, alors qu'est-ce que la norme de phi? Par définition, la norme du quai de phi, c'est h de phi phi c'est-à-dire phi phi. Si phi s'écrit somme sur i des, on a dit gi phi gi, en remplaçant là-dedans, vous allez obtenir bien, on va le faire autrement. Donc, vous pouvez mettre ça là-dedans, développer par linéarité à droite, semi-linéarité à gauche, et vous allez obtenir le résultat qui va être la somme. Vous allez obtenir ce qu'on va faire maintenant en introduisant la relation de fermeture. La relation de fermeture me dit que somme sur i des GI est égale à 1. Eh bien, je vais l'introduire là-dedans. Ça va faire somme sur i des phi GI GI psi. Vous voyez la puissance de ce formalisme? À nouveau, par associativité du produit de matrice, je peux introduire entre ça et ça l'opérateur identité et j'obtiens immédiatement l'expression de la norme. Oui? Oui, c'est un phi, merci. D'accord? J'introduis l'identité entre les deux et j'obtiens ça, et ça donne... Alors, ça, c'est le complexe conjugué de ça, d'accord? Oui? Ah, à chaque fois, oui. Merci. Pardon. La norme au carré. Somme sur i de ça, et donc ça fait module
Donc on retrouve que la norme, c'est bien la somme des modules au carré de chacune des composantes. OK ? Alors, tout ça, c'est pour ce qu'on va faire maintenant. Mesure de G. Alors, je vous rappelle la règle de Born. Qui nous dit que si on est dans l'étape psi, qui vaut somme sur i des alpha i gi, le résultat de la mesure de G, sera GI avec la probabilité alpha i carré sur somme des alpha j carré. OK ? Eh bien, je vais introduire maintenant l'opérateur que vous attendez tous, l'opérateur G. Opérateur G associé à la grandeur physique G. Alors, soyez bien attentifs à ça. Tout est dans ce qu'on va faire là. Et c'est quelque chose dont je voudrais que vous compreniez que ça n'a aucun contenu physique. Mais c'est ça qui va nous permettre de rendre vraiment efficient l'ensemble du formalisme qu'on a mis 2 semaines et demie à introduire. On définit un opérateur G par son action sur les états GI. Donc les GI forment une base de mon espace d'état. D'accord ? J'ai construit l'espace des états comme étant l'espace vectoriel engendré par les GI, qui sont les vecteurs qui correspondent à des états ayant une valeur bien définie de grand G, qui est justement petit GI. Eh bien, je vais définir l'opérateur G par son action sur les éléments de la base, de la façon suivante. Je dis que G appliqué à GI, donc l'image de GI par cet opérateur, c'est égal à GI, GI. C'est-à-dire que je définis l'opérateur G, l'opérateur associé à la grandeur physique G, comme l'opérateur qui a pour vecteur propre les états qui ont une valeur bien définie, et pour valeur propre, la valeur bien définie en question. D'accord ? C'est complètement arbitraire, ceci définit un opérateur. Pourquoi ça définit un opérateur ? Parce qu'une fois que j'ai dit ça sur les GI, alors je connais l'action de G sur n'importe quel vecteur d'état, sur n'importe quel état du système. Si le système est dans l'état psi, qui est la somme des alpha i gi, donc n'importe quel état du système, je sais comment G agit là-dessus. Je vais avoir G psi, comme G est un opérateur linéaire, je devrais le préciser, enfin évidemment, on aura affaire toute l'année qu'à des opérateurs linéaires.
la physique est linéaire. Donc, G appliqué à psi, si je sais comment G agit sur les vecteurs de base, je sais comment G agit sur n'importe quel vecteur par combinaison linéaire. Donc, G appliqué à psi, ça va être la somme simplement des alpha i G appliqué à GI. Et donc, ça va être la somme sur I des alpha i GI, GI. D'accord? Donc je définis cet opérateur comme ceci, ce qui est toujours possible. Il n'y a aucun contenu physique là-dedans, encore une fois. Simplement, il est naturel de... Enfin, j'ai le droit de faire ça. Pourquoi ça va être utile? On va le voir tout de suite. Mais ce n'est pas très surprenant que définir un opérateur comme ça soit utile, parce qu'en réalité, on a vu que dans l'espace des états, vis-à-vis de la variable G, il y a essentiellement plein d'états qui n'ont pas de valeur de G définie, mais il y a un certain nombre d'états qui ont des valeurs de G bien définies, ce sont les GI. Donc ces états vont jouer un rôle particulier, bien évidemment. Donc je construis l'espace des états de telle sorte que ces vecteurs-là forment une base orthonormée, c'est-à-dire je dis qu'ils sont orthogonaux 2 à 2, je définis le produit hermitien pour ça. Et ensuite, donc, ces vecteurs jouent un rôle particulier puisque ce sont les seuls vecteurs de l'espace des états qui ont une valeur de G bien définie. Et par conséquent, c'est naturel de les singulariser en disant que ce sont des vecteurs propres et d'associer à ces vecteurs propres la valeur propre qui est précisément la valeur propre qu'ils ont. La valeur propre, enfin la valeur de GI qu'ils ont. La valeur de G qu'ils ont. Alors, une fois qu'on a ça, comment calculer est-ce que j'ai un autre petit B, petit C là? Non, c'est tout. Non, ok. Donc, vous voyez que la matrice, enfin, l'opérateur G est représenté dans la base des GI par la matrice G1, G2, Gn. Dans la base des GI. De I égale 1 à n en dimension infinie, on verra comment généraliser. Alors, comment maintenant se servir de ça? Alors, moyenne. Quelle est la moyenne des résultats d'une mesure de G sur l'état psi? J'ai rappelé la règle de Born. Si je mesure G dans l'état psi, je vais obtenir comme résultat GI avec cette probabilité-là. Par conséquent, quelle est la moyenne? Je vais la noter comme ça. Moyenne de G, enfin, moyenne indice G sur l'état psi. Ça va être la somme sur I des probabilités d'obtenir GI fois GI. On est d'accord? La moyenne des résultats que j'obtiens, c'est chaque résultat multiplié par la probabilité de l'avoir, et puis je fais la somme de ça. Comme la somme de probabilité vaut 1, ça va me donner ça. Okay? Donc ça, c'est bien la moyenne des résultats que je vais obtenir. Mais cette probabilité, c'est donc la somme sur I des modules de alpha I carré GI sur somme sur J des modules de alpha J carré. Eh bien, je prétends que cette moyenne, on peut l'appeler théorème, mais ça va prendre une ligne à le vérifier. La moyenne de G dans l'état psi, c'est en fait égal à psi G psi sur psi psi. Alors ça, c'est vraiment absolument capital. Et on va le montrer tout de suite.
Ben, il suffit de le calculer. Que vaut psi G psi? G psi, je l'ai là. D'accord? Donc ça, c'est H de somme sur I des alpha I GI. Et puis, ce vecteur-là, je vais changer d'indice pour pas que ce soit... Parce que c'est des indices muets, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de confusion. D'accord? C'est le produit scalaire entre psi et G psi. Eh bien ça, par linéarité à droite et semi-linéarité à gauche, ça va être la somme sur I et J. Alors c'est semi-linéaire à gauche, donc alpha J étoile. C'est linéaire à droite, alpha I GI. Et ensuite j'ai H de GJ GI. Et ça, c'est delta IJ. Par conséquent, ceci, c'est la somme sur I des alpha I étoile, alpha I GI, c'est-à-dire somme sur I des modules de alpha I carré GI. D'accord? Et par ailleurs, psi psi, ça on l'a déjà vu, c'est la norme de psi, c'est la somme des alpha J carré sur J. Et donc ça démontre la propriété ici, enfin, je l'ai appelé théorème, c'est un bien grand mot, c'est la construction de G fait que la moyenne de G, c'est psi G psi divisé par la norme de psi, et si on a un état de norme 1, donc en général on s'arrange toujours. En général, on choisit des états, des vecteurs d'état normés. Puisque quand on a un état, lambda fois l'état, c'est toujours le même état. Donc autant prendre un état qui a pour norme 1. Donc norme de psi égale psi psi égale 1. À chaque fois, c'est au carré, pardon. Enfin, si la norme vaut 1, la norme au carré vaut 1. C'est aussi pour ça que je confonds allègrement les deux. La norme au carré, c'est ça. Donc, si ça vaut 1, alors vous voyez que la moyenne de G dans l'état psi, ce n'est rien d'autre que psi, G, psi. Et du coup, on le note en général comme ceci. Moyenne de G. D'accord ? Donc, quel que soit l'état dans lequel est le système, si on fait une mesure, soit le système est dans un des états GI, il va nous donner à coup sûr petit GI. Vous pouvez vérifier que si psi est égal à GI, ici, GI, G, GI, ça va simplement être égal à, puisque GGI, c'est GI, GI, c'est un vecteur propre. En vertu de ça, ici, là, ça fait GI fois GI, GI. Et donc, ça fait GI puisque GI est normé. Donc, soit le système est dans un état propre, ayant une valeur bien définie de G, et la moyenne, ça va être la valeur en question, soit c'est une combinaison linéaire, et à ce moment-là, ça va être aléatoire, avec des probabilités qui sont données par la règle de Born, mais en moyenne, on obtiendra toujours ceci. C'est ce qu'on vient de démontrer là en une ligne. On a construit G pour ça. Enfin, disons, G est l'opérateur qui fait jouer un rôle spécial aux états qui ont une valeur bien définie de G. Ça en fait des vecteurs propres avec comme valeur propre associée la valeur de G qu'ils ont justement bien définie. Et si on fait ça, alors voilà comment s'écrit la moyenne. Alors j'espérais en dire un peu plus, comme toujours. Je vois qu'il est tard. Aïe. Bon. Eh bien, à vendredi prochain, enfin à mercredi pour les maths, et puis on continuera ça à vendredi. Merci.